Bonsoir. Bonjour à tous, Vanessa Balcon, Marketing Oracle. Je m'entends pas. Nous sommes ravis Attends. de présenter ce webinaire. Je suis accompagnée de Hakim Loumi, Pre-Sales Oracle, et Franco Vanessian, Sales Director Security Manageability pour la France et l'Italie. Nous allons donc commencer avec Franck qui va nous présenter une petite chronique et nous poursuivrons donc ce webinaire avec Hakim. Franck. Merci Vanessa. Bonjour, mon nom est Franco Vanessian, j'ai la responsabilité de l'équipe sécurité et manageabilité pour la France et l'Italie. La chronique que nous vous avons préparée pour introduire ce webcast a pour ambition de vous faire prendre conscience d'un problème, d'un risque qui nous touche tous aujourd'hui, mais dont on ne parle pas souvent. Le sujet de notre webcast est l'anonymisation des données, un sujet qui peut sembler un peu secondaire face à la complexité des enjeux de la DSI aujourd'hui, mais qui prend toute son importance si l'on le confronte aux obligations réglementaires entrées en vigueur fin mai, avec le règlement sur la protection des données personnelles. Mais plutôt que de vous parler une nouvelle fois du RGPD, même si ce sujet n'est pas loin d'être clos, loin de là, rappelons que les fuites de données personnelles ne touchent pas que Facebook et les géants du web. Pour preuve, la récente condamnation d'Optical Center pour une fuite de données personnelles de ses clients due à un défaut de sécurité sur son site e-commerce. Alors évidemment, dans vos entreprises, tout a certainement été mis en place dans vos bases de production pour pallier à ces risques de fuite avec le chiffrement de données et les contrôles d'accès à votre système d'information. Et votre RSSI y travaille sans relâche. Vous avez aussi renforcé les systèmes de consentement et de protection des données personnelles avec l'arrivée du RGPD. Mais nous voulions vous sensibiliser ici aux manipulations que vous faites en interne pour alimenter un système de test ou de développement, faire une formation, voire analyser vos données. Pour répondre à ces besoins bien légitimes, vous sortez tout ou partie de vos données de production et vous n'avez peut-être pas toujours le réflexe ou le temps de les anonymiser. Et pourtant, c'est certainement là qu'elles sont le plus vulnérables. Si vous êtes comme moi, vous avez déjà dû, quand vous assistez à une démo d'un outil de BI ou un retour d'expérience, scruter les tableaux de bord et les analyses qui s'affichent pour essayer de deviner de quel produit on parle. Si on arrive à reconnaître une société, si le chiffre d'affaires est cohérent ou pas. Le démonstrateur vous a certainement dit, évidemment, les données que je vous montre ici ont été anonymisées. Enfin peut-être. Ou peut-être pas d'ailleurs. Parce que c'est compliqué, parce que ça prend du temps. Si on lance un algorithme qui transforme toutes les valeurs de manière aléatoire, les données ne veulent plus rien dire. Difficile ensuite de faire une démo pour démontrer des tendances. Si on applique des règles plus manuelles, eh bien c'est très long. Et souvent, on a plusieurs sources à traiter qui ne sont pas homogènes. Enfin, tout le monde ne fait pas de démo, certes, mais de plus en plus, vous accédez à vos données pour les manipuler, les analyser, les associer, leur appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle, car elles représentent de potentiels gisements de valeur et que votre entreprise a mis le data au cœur de sa transformation. Et dans ces projets, vous avez souvent des consultants externes qui accèdent à ces jeux de données. Pensez aussi que les données personnelles, ce ne sont pas que celles de vos clients. En tant qu'employé, vos données stockées dans le SIRH sont stockées elles aussi. Et à l'heure où se développe la biométrie avec des contrôles d'accès par la voix, l'iris, l'empreinte digitale, les données deviennent de plus en plus personnelles. Alors prenez conscience des risques. Les données que vous manipulez sont peut-être les vôtres ou celles de vos enfants. Faites en sorte qu'elles soient protégées en les anonymisant. Vous serez plus en conformité avec le RGPD. Nous allons vous montrer que ce processus d'anonymisation n'est pas si difficile que ça. Voilà pour mon introduction. Je vais maintenant vous passer la parole à Hakim Loumi qui va vous parler plus en détail de cette Data Masking Factory. Merci beaucoup. Hakim, à toi. Bonjour, merci Franck, merci Vanessa. Alors je me présente, je suis Hakim Loumi. Je suis en charge de tout ce qui est data sécurité au sein d'Oracle France. Et je vais vous parler aujourd'hui donc de ce concept dont nous avons fait mention, à savoir l'anonymisation des données, présenté sous un format donc de Masking Factory. Alors tout d'abord, évidemment, les premières contraintes auxquelles vous êtes soumis, ce sont des exigences techniques
À savoir, vous souhaitez aujourd'hui remplacer des données sensibles, soit pour les partager, soit pour les proliférer, c'est-à-dire sur des systèmes qui seraient de nature hors production. Vous souhaitez peut-être extraire des données pertinentes, ignorer des données sensibles qui sont devenues inutiles pour des services tels que les services de développement, de test ou ce genre de choses, et bien entendu répondre aux exigences de conformité, telles que la GDPR. Mais il existe bien entendu un nombre très substantiel d'exigences réglementaires autour du globe. Les principaux défis auxquels vous êtes exposés, pour pouvoir répondre à ces exigences, c'est que justement, il faut déjà commencer par découvrir vos données sensibles, donc savoir exactement où elles se trouvent. Ensuite, une fois que vous avez identifié ces données et que vous avez commencé à les anonymiser, bien entendu, il faut s'assurer que l'intégrité de l'application cible soit toujours préservée. La fidélité de l'ensemble des données doit être cohérente par rapport à vos fonctionnalités applicatives. Autrement dit, si vous anonymisez des choses de manière unitaire, eh bien, ça peut fonctionner. Si en revanche, vous avez une vision chaîne applicative, à savoir peut-être des scripts qui alimenteraient des systèmes tierces comme des bases de données ou d'autres systèmes bases de données qui se répliqueraient entre elles, eh bien, si vous n'avez pas une vision globale au niveau de votre application, eh bien, vous pourriez avoir une dissonance, une incohérence entre l'anonymisation d'un système par rapport à un autre. Donc c'est très important en fait de rester vigilant sur le fait que tout ça doit être anonymisé et minimisé. Les bénéfices qui en découlent, c'est que l'ensemble des acteurs de votre entreprise, à savoir aussi bien les utilisateurs finaux que vos équipes tierces de dev test ou de la BI, soient en capacité de récupérer vos données à l'heure dite, au moment choisi, et que bien entendu, ces données anonymisées fonctionnent toujours. Donc c'est très important puisque une fois que vos données sont anonymisées, vous allez pouvoir donc les rendre disponibles au sein de votre entreprise, mais aussi en dehors. Vous n'aurez aussi plus de crainte par rapport au niveau de sécurité et au niveau de service à rendre par rapport à ce type de données. Si j'anonymise des données, je n'ai plus besoin de les chiffrer, puisque quand bien même elles seraient accédées par un attaquant, ça reste des données anonymisées, donc qui sont censées ne plus avoir de sens par rapport par rapport à l'importance qu'elle pouvait revêtir lors de son insert dans la production. Il est important de garder à l'esprit que, aux yeux de la GDPR et d'autres contraintes réglementaires notamment, l'anonymisation est un concept bien strict, bien particulier. On ne parle pas ici de tokenisation, on ne parle pas de table de correspondance, on parle bien d'anonymisation définitive, c'est-à-dire je ne dois plus être en capacité de retrouver la donnée d'origine par quelque moyen que ce soit, ni aucune méthode que ce soit. C'est-à-dire même vos logs ne doivent pas vous permettre de pouvoir retrouver ou de reconstituer la donnée d'origine. Donc c'est très important de rester vigilant. Et c'est pour ça que dans la GDPR notamment, l'article, alors c'est un considérant, ce sont des petits articles qui précèdent les articles principaux de la réglementation. Vous avez donc dans le considérant 26 une phrase qui est lourde de conséquences vis-à-vis de ce point de vue, à savoir qu'il est précisé que si vous avez anonymisé, donc nous sommes bien d'accord, anonymisé, je remplace une donnée d'origine sans être capable de retrouver la donnée d'origine. Si j'ai anonymisé cette donnée, je peux la conserver dans mes systèmes à des fins statistiques ou de recherche, et ces données-là ne sont plus soumises aux 400 contraintes de la GDPR. Donc cet article, le considérant 26, est très intéressant dans la mesure où vous allez pouvoir justement commencer à avoir une approche beaucoup plus globale de vos données à anonymiser. Vous allez donc comme ça pouvoir gérer une multitude d'informations qui seraient stockées sur vos systèmes hors production, puisque bien souvent, vous voyez à l'écran la répartition typique chez un client. Alors peut-être que vous, la répartition est différente, vous avez peut-être plus de données en prod ou moins de données en production. Vous avez aussi peut-être une répartition géographique différente, plus de données on-premise, plus de données dans le cloud.
ou chez un infogérant. Toujours est-il que cette répartition est, on va dire, représentative de ce que l'on observe, nous, chez nos clients. Et qu'est-ce qu'on constate? Tout simplement, c'est que la prolifération des données se fait essentiellement sur les systèmes hors production. Alors qu'on soit bien d'accord, une donnée sensible, si elle est stockée sur une base TMA ou sur une base qui permet de reproduire un incident, par exemple, eh bien, au regard de la GDPR, cette base de données reste une base très sensible. Donc vous n'allez pas forcément l'anonymiser. Donc quand on parle de base non production, c'est vraiment des données que je peux anonymiser et dont je n'ai plus du tout la nécessité de travailler sur la donnée d'origine. On voit donc qu'on a vraiment une répartition qui est déséquilibrée, avec une grande masse d'informations qui se trouvent sur les systèmes hors prod. Si j'anonymise, je n'ai donc plus besoin de chiffrer ces systèmes, je n'ai plus besoin de les monitorer, de les auditer, et bien d'autres modules sécuritaires autour de ces données-là. Vous pouvez bien entendu les mettre si vous le souhaitez, mais au regard de la GDPR, vous n'êtes plus soumis, en tous les cas, à ce type de contraintes. Alors ça, c'est une réalité pour les données. Mais l'autre réalité, c'est que vous avez aussi des technologies différentes. Donc non seulement on a une répartition différente, mais on a aussi, bien entendu, des données qui se trouvent peut-être dans des bases Oracle, mais aussi dans des fichiers plats, dans des bus, dans des bases NoSQL, sur du Hadoop, etc. Ça, c'est une véritable réalité de la majorité de nos clients. Et quand on parlait tout à l'heure d'une vision globale, eh bien entendu, peut-être que vous avez des fichiers JSON qui alimenteraient peut-être un bus, ce bus alimenterait peut-être lui-même une base de données MySQL, une base Oracle, une base Postgre, etc. Et ainsi de suite, et tout ça serait déversé après dans un big data. Ça, c'est toute une chaîne applicative. Imaginez donc bien que si vous avez anonymisé un seul morceau de manière non cohérente par rapport aux autres morceaux, eh bien, en bout de chaîne, toutes les applications ou les reportings qui exploiteraient des données ne fonctionneraient plus. Donc c'est pour ça que c'est très important de garder à l'esprit que votre anonymisation doit toujours se faire de manière globale, d'un point de vue totalement agnostique. Alors, beaucoup de gens certainement à l'écoute de ce webinaire connaissent déjà le produit qui s'appelle Data Masking and Subsetting, donc qui est un produit d'Oracle qui date déjà de plus d'une dizaine d'années. Ce produit, initialement, n'était voué qu'à masquer et à subsetter uniquement des données Oracle, mais couplé à, on va le voir par la suite, couplé à d'autres modules, on peut tout à fait, bien entendu, pouvoir masquer et subsetter d'autres technologies que les technologies Oracle. Alors ce produit, comme vous le voyez à l'écran, bien entendu prend des données. Alors dans cet exemple, on part d'une production pour aller vers une test dev, mais le principe reste le même. On pourrait tout à fait anonymiser aussi la base d'origine, si par exemple vous souhaitez faire exercer le droit à l'oubli d'une personne. C'est un cas pour lequel, ce use case très précis, pour lequel on va pouvoir aller anonymiser une donnée de production. Je pense, là ça n'engage que moi, je pense que c'est le seul cas où on va anonymiser des données en production. Si vous en voyez d'autres, je serais ravi que vous en fassiez mention tout à l'heure. En revanche, pour celui-ci, on va être vraiment sur du ciblé. Une personne exigerait, par exemple, d'exercer son droit à l'oubli. Vous souhaitez conserver quand même des informations le concernant, mais qui ne seraient pas sensibles, justement, puisque vous avez besoin de faire des statistiques ou de la recherche ou ce genre de choses. Eh bien, il suffirait tout simplement d'aller anonymiser son identifiant, son email, enfin, toutes les données personnelles sensibles le concernant. Et comme ça, vous allez pouvoir conserver les données dans votre production tout en l'anonymisant. Et encore une fois, pensez que ça peut être évidemment toute une application composée d'une multitude d'éléments ou de moteurs hétérogènes. Donc, cet outil va prendre des données d'origine et va les transformer en y appliquant un masque d'anonymisation. Et ce masque d'anonymisation, bien entendu, va transformer la donnée de manière définitive et l'écrire sur le disque. Donc là, on n'est pas du tout, encore une fois, en capacité de retrouver la donnée d'origine. Donc il va falloir créer un lien indestructible entre la donnée d'origine et la donnée anonymisée. C'est ce que fait cet outil. Donc c'est un process intermédiaire. Ce process intermédiaire est basé sur le langage PL/SQL.
Et à partir de là, on va pouvoir y appliquer des algorithmes qui vont nous permettre justement d'anonymiser de manière plus conséquente la chaîne de caractères, le number que vous souhaitez anonymiser. À ce même produit est ajoutée une autre fonctionnalité qui est le subsetting, qui permet donc de minimiser votre base de données. Donc, vous allez pouvoir ainsi passer d'un ensemble de données, prenons un exemple très concret d'une base qui ferait 10 Tera, et vous voulez recréer des environnements de test cohérents, pertinents, mais qui eux seraient beaucoup moins volumineux, avec peut-être 1 Tera, 500 gigas, 100 gigas, pourquoi pas. Eh bien, ce module-là, qui fait partie de cette suite, eh bien, ce module-là va être en charge d'aller s'occuper de faire la minimisation, donc la réduction de cette base, selon les critères de votre choix. Alors, quand je vous parlais de point de vue agnostique, cet outil-là a été couplé à un autre outil bien connu chez Oracle, qui s'appelle ODI, et qui nous permet aujourd'hui donc d'avoir la capacité de gérer de manière agnostique, via une seule et même interface, un flux entrant de données, de masquer toutes ces données, toutes ces informations, de renvoyer ce flux, tout ça de manière automatisable. Vous allez pouvoir le scripter, vous allez pouvoir le batcher. Ensuite, les entrées et les sorties sont elles-mêmes sécurisées. On va pouvoir agir sur les flux entrants ou les flux sortants pour pouvoir jouer sur les performances. Ainsi, on va pouvoir utiliser les meilleures technologies mises à disposition par le moteur entrant ou le moteur sortant pour pouvoir injecter ou repousser les données qui ont été anonymisées. Monitorer l'ensemble, savoir combien de données ont été injectées dans le moteur, combien ont été traitées et combien ont été repoussées vers notre cible. Et tout ça, bien entendu, pour vous faire gagner du temps et aussi, d'un point de vue financier, faire en sorte que votre infrastructure soit la moins coûteuse possible. Concrètement, vous avez donc un ensemble de données sources qui peuvent provenir donc d'horizons diverses, à savoir des technologies, comme je vous l'ai mentionné par le passé, donc des bases de données relationnelles, des bases NoSQL, du fichier complexe. Donc on va retrouver des fichiers JSON, XML, les points CSV ou d'autres. Et on va bien entendu pouvoir aussi les trouver aussi bien on-premise que dans le cloud. La donnée est injectée dans un moteur intermédiaire. Ce moteur est basé sur est fondé sur une base Oracle. La donnée est elle-même traitée, donc c'est un process PLSQL qui va traiter les données, et les informations anonymisées seront mises à disposition vers de nouvelles cibles, encore une fois, qui peuvent être hétérogènes. Donc on peut tout à fait imaginer de prendre une base source relationnelle et de générer du fichier plat, ou de générer du bus, ou alors d'alimenter un NoSQL, pourquoi pas. Et encore une fois, il peut se trouver aussi bien dans le cloud que on-premise. L'aspect sécuritaire est très important, donc les canaux d'entrée et les canaux de sortie sont bien entendu chiffrés, donc les flux sont eux-mêmes chiffrés, et tout ce qui se trouve dans ce moteur intermédiaire est lui-même bloqué et contrôlé en entrée et chiffré à l'intérieur. Ce qui signifie que seules les personnes habilitées à faire la transformation, donc en l'occurrence le process, auront accès aux informations qui sont à l'intérieur, et les autres personnes non habilitées ne pourront pas y avoir accès, aussi bien sur le disque que sur les échanges du trafic. Même les DBA, qui sont eux-mêmes des super utilisateurs, ne pourront pas avoir accès aux informations qui se trouvent à l'intérieur de cette machine. Vous voyez à l'écran l'ensemble des technologies qui permettent d'être traitées par cette Masking Factory, à savoir donc aussi bien des bases de données relationnelles que des bases de type mainframe, big data, fichiers bus et applicatifs. On est fondé sur des connecteurs JDBC, donc si à l'écran, ça ce sont des technos que l'on a validés, qui sont bien connus par les exploitants de ODI. Si une techno apparaît, si une nouvelle techno serait à ajouter et qu'elle propose un connecteur JDBC, pour nous, il est assez aisé d'ajouter ce connecteur. Cependant, bien entendu, il faudra qu'on le teste pour pouvoir le valider. Et donc, c'est une liste qui est amenée à évoluer en fonction, bien entendu, des demandes que l'on a. Vous avez à l'écran
grossièrement 95% des demandes de nos clients. Les use cases que l'on peut vous proposer grâce à cette approche, donc vous avez compris, hein, qui repose sur deux gros éléments, hein, à savoir l'ODI, qui est un outil qui permet d'intégrer les données et bien entendu de les transformer, et Data Masking qui va effectuer l'application des algorithmes de masking et de subsetting. Le gros avantage de pouvoir tout centraliser dans une seule base de données, c'est que vous allez avoir une vision complète et totale de la multitude de flux et multitude de technologies hétérogènes qui composent votre application. Vous allez donc pouvoir gérer des modèles complexes, applicatifs, via une modélisation qui est maîtrisée par beaucoup de monde sur cette planète, à savoir la communauté SQL. Vous avez donc au sein, j'imagine, de votre entreprise, une multitude de gens qui ont ce type de compétences, et donc on n'a pas à reformer des personnes ou à réinventer des choses qui pourraient disparaître dans les mois ou les années à venir. Donc on se base sur des choses bien connues, que sont évidemment les structurations relationnelles. Vous allez aussi pouvoir injecter des échantillons de données dans cette machinerie interne, qui vous permet donc de faire de la découverte de données. Je reviens sur ce que j'avais dit au tout début. La découverte de données est essentielle lorsque vous souhaitez, bien entendu, anonymiser. Alors, deux approches. Soit vous connaissez déjà vos données à anonymiser, auquel cas il n'y a pas besoin de faire de découverte. Vous avez certainement au sein de votre entreprise des ingénieurs, des architectes, des responsables applicatifs qui connaissent très bien leur modèle, et auquel cas ils savent exactement à l'avance quelles sont les données qu'il faut sécuriser à tout prix. La deuxième approche, vous n'avez pas ces personnes-là, ou alors elles ne sont pas disponibles, ou alors peut-être que le modèle est en évolution constante, vous êtes peut-être sur des modes agiles, de DevOps. Les modules de scan de découverte vous permettent justement de vous soulager d'un doute. Vous n'êtes pas sûr que des données sensibles seraient peut-être réparties sur des fichiers plats ou alors dans des bus ou des choses comme ça. Eh bien, ce module devient intéressant à ce titre. Et évidemment, le troisième use case, c'est le use case définitif, le use case final, à savoir que vous souhaitez générer un système cible avec des données qui sont anonymisées. Donc cet outillage-là est prévu pour faire chacun des éléments que vous voyez. Le premier use case en injectant uniquement les structures. Le deuxième use case en y injectant les structures plus un échantillon de données. Et le troisième use case, bien entendu, en injectant les structures plus la totalité des données que vous souhaitez anonymiser. Alors vous avez plusieurs architectures possibles pour pouvoir installer et configurer cette machinerie. Donc la première architecture consiste à centraliser le tout. Vous êtes peut-être une petite entreprise ou alors une entreprise qui a un data center central. Un groupe pourrait tout à fait envisager de centraliser la gestion de son anonymisation, il n'y a aucun souci. À ce moment-là, vous allez donc avoir besoin des éléments suivants, à savoir la console qui permet de générer le script, la console qui permet de faire les transferts d'informations et la base de données dans laquelle vous allez effectuer les transformations. Donc, ce que vous voyez sur la partie gauche, sur le site central, sont les trois composants de cette machine, de cette usine à masquer. Mais réellement, les scripts sont exécutés dans une base de données, donc que nous appelons nous une base de staging. Les données seront donc envoyées dans cette base, anonymisées dans cette base, donc c'est la base rouge que vous voyez au centre, anonymisées dans cette base et repoussées donc vers une cible tierce. Avantage de cette technique, c'est que justement vous n'allez avoir que très peu d'éléments à faire évoluer ou à migrer ou à patcher. Tout sera dans une console centrale. Vous n'aurez qu'à finalement river vos yeux vers cette console pour aller la sécuriser. Vous êtes sûr que finalement cette machine-là est bien le seul endroit où les données à anonymiser circulent. Autre avantage, bien entendu, c'est que vous allez avoir donc un contrôle beaucoup plus fin des personnes qui se connectent pour aussi bien créer les scripts, les monitorer que les exécuter.
L'inconvénient qu'il y a par rapport à cette architecture, c'est que d'un point de vue sécurité, vous avez toutes vos données anonymisées qui justement sont stockées à un seul point. Donc cette machine devient une machine critique, elle devient névralgique, donc il faut vraiment la sécuriser. C'est pour ça que les outils que nous installons sont sécurisés eux-mêmes. L'autre inconvénient, c'est que le fait que vous ayez un seul endroit où les données sont transformées, eh bien peut-être que dans les faits, vous avez peut-être des groupes je sais pas, des groupes des systèmes tels que des bases de données qui se trouveraient à l'international ou alors dans d'autres data centers. Et donc là, évidemment, il faudra tenir compte du transfert que vous effectuez entre votre donnée source vers cette base de masking et le renvoi de cette base de masking vers la cible. Donc, bien entendu, il faut tenir compte du lag entre le trafic réseau. Donc, vous avez des avantages, des inconvénients de cette approche. Une autre architecture consiste à faire une architecture fédérée. C'est-à-dire, on reste toujours avec un site central qui va créer et générer les scripts d'anonymisation et qui va les monitorer. Mais en revanche, l'anonymisation se fera au plus proche de vos systèmes à anonymiser. Le gros avantage de cette architecture, vous avez bien entendu des performances qui sont accrues. Puisque là, vous avez une base qui est beaucoup plus proche, donc avec un trafic réseau qui est mieux géré. Et vous avez aussi, bien entendu, toujours la capacité de sécuriser, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le gros inconvénient de cette architecture, eh bien, c'est que vous allez peut-être multiplier les bases de staging, puisque peut-être que vos systèmes, encore une fois, se trouvent peut-être éparpillés géographiquement, peut-être sur plusieurs pays, sur plusieurs continents, et auquel cas il faudrait aller, bien entendu, reproduire cette base de staging au plus proche de vos bases, et donc en avoir plusieurs. L'avantage d'avoir une console centrale, c'est que toutes les équipes qui seraient amenées à travailler sur des modèles vont travailler et fournir et implémenter un même référentiel. Ce qui permettra donc à d'autres équipes de pouvoir bénéficier de tout le travail qui aurait été fait, un travail de découverte de données, d'ajout de formats, d'ajout d'algorithmes d'anonymisation. Et tout le monde pourra profiter exactement de ces mêmes gains. Le gros inconvénient, c'est que vous avez bien entendu toujours une console qui a la main sur la totalité des bases de staging. Ce qui signifie que, bien entendu, il va falloir sécuriser cette machine puisque les ports seront ouverts en communication vers les différentes sources et les différentes cibles. Donc, pour faire face à ces problématiques de sécurité, il y a une troisième architecture qui est là une architecture dite localisée, où cette fois-ci, on va vraiment, pour le coup, reproduire autant de masking factory qu'il y a d'entités au sein de votre groupe éventuellement. Donc, admettons que vous ayez une entité française, une entité allemande, une entité brésilienne, vous aurez dans ce cas-là 3 masking factory. Auquel cas, vous êtes au plus proche des bases à anonymiser et vos consoles ne sont utilisées et exploitées que par les gens de votre entité. Un cloisonnement est donc bien créé, vous êtes étanche entre chacun des sites, et bien entendu, des utilisateurs d'un site n'auront jamais accès, la console ne pourra jamais avoir accès à d'autres sources d'un autre site. Donc là, vous êtes vraiment sur la meilleure des sécurités, et en termes de performance, vous êtes pareil sur ce qui se fait de mieux. Donc vous avez ces 3 approches-là. Évidemment, vous êtes les seuls à pouvoir décider de l'architecture qui correspondrait le mieux à votre environnement. Nous avons des best practices, nous avons des recommandations à faire, mais bien entendu, ça reste par rapport à vos contraintes, à vos besoins. Si vous avez besoin d'avoir ou des nécessités d'avoir des réseaux étanches, des réseaux bien isolés, on ne peut pas aborder donc l'anonymisation par le biais d'une architecture centralisée ou fédérée. Vous serez forcément sur des architectures localisées. Si en revanche, vous avez la capacité d'avoir des zones de travail qui auront la visibilité sur la totalité de vos sources ou de vos cibles,
eh bien là, on pourrait s'orienter vers de l'architecture centralisée ou fédérée. Donc vous voyez, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous par rapport à l'architecture de cette machinerie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes basés donc sur l'ETL ODI. C'est une surcouche graphique qui a été ajoutée. Nous avons voulu faire en sorte que la machinerie en fait soit exploitable par n'importe qui et surtout des personnes qui ne connaîtraient pas ODI, qui ne maîtriseraient pas même pas en fait la logique ETL et qui souhaiteraient justement pouvoir effectuer ces transferts d'informations plus ces transformations d'anonymisation et de subsetting. C'est pourquoi l'interface a été développée graphiquement, donc on est sur du clic, exploitable par tout le monde, et basée sur les API de la SDK d'ODI. À tout moment, bien entendu, vous pouvez avoir accès à ODI. Mais ça, on va dire, c'est plus pour ceux qui veulent aller faire du développement spécifique. Donc là, je parle plutôt à des partenaires ou à des sociétés tierces de conseil qui souhaiteraient peut-être améliorer la console. Ils ont la possibilité, bien entendu, d'utiliser les modules via l'API SDK. Les API, de la SDK d'ODI. Vous allez donc pouvoir ainsi utiliser l'interface graphique que vous voyez à l'écran. Il n'y a qu'un seul visuel. On a voulu faire en sorte que cette interface soit la plus simple possible, la plus exploitable possible par tout le monde. Elle se présente donc sous 3 volets. Le premier volet concerne la base ou en tous les cas le système source. Donc ici vous allez trouver sur la partie haute des listes déroulantes qui vous permettent d'accéder justement aux technologies sources. Vous avez la deuxième liste déroulante qui vous permet d'optimiser le flux pour envoyer les données vers cette technologie source, vers la base de données de transformation. Donc on va jouer typiquement sur les modules qui sont mis à disposition par la technologie en question pour pouvoir envoyer les données le plus vite possible. On va pouvoir aussi jouer sur le parallélisme, sur un tas de choses qui permettront d'accélérer tous ces traitements-là. La partie centrale donc, de ce volet de gauche concerne évidemment les liens de connexion. Donc il va falloir bien entendu préciser comment se connecter à ce système-là. Très généralement, le user, le mot de passe, vous sera fourni par les gens techniques ou vous-même si vous maîtrisez les éléments de la chaîne de connexion. Vous allez donc avoir en automatique, dès la connexion, la liste des éléments qui constituent la technologie source. Si nous sommes dans l'exemple d'une base de données que vous voyez à l'écran, eh bien vous verrez la liste de vos tables. Si vous êtes sur des technologies comme des fichiers et que vous avez mis un répertoire, eh bien il vous listera tous les fichiers qui constituent ce répertoire. Vous allez donc comme ça pouvoir choisir et sélectionner les éléments que vous souhaitez ou non envoyer vers votre machine de transformation. Ça nous amène sur la partie centrale, donc le volet au milieu des trois, qui est réservé à la Masking Factory, donc la base de transformation. Cette base de transformation, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, peut se retrouver aussi bien on-premise que dans le cloud. Il s'agit d'une base de données Oracle, donc si vous avez souscrit à un DBCS dans le cloud, vous pouvez tout à fait envoyer ces informations vers le DBCS. Cette base de données, il va donc falloir vous y connecter, donc vous allez avoir un seul user, donc ça fait partie lorsque l'on connecte, lorsque l'on installe et que l'on configure toute l'architecture, vous n'aurez qu'un seul user qui sera habilité à faire les transformations. Tous les autres users de la base ne pourront pas parce qu'ils seront totalement interdits de faire aussi bien ne serait-ce qu'un select sur la base que même ne serait-ce que d'aller pinguer éventuellement cette base. Donc on va passer vraiment par des users. Alors je dis qu'on en fait un seul, on peut en créer plusieurs si vous avez des besoins justement de répartition ou de séparation de responsabilité, il n'y a aucun souci. Mais sachez qu'on passera par un user que l'on a créé et qui est bien limité dans ses droits et ses capacités, qui est lui-même audité et qui est sous contrôle. Donc ce user-là va vous permettre d'aller injecter les données de votre source vers cette base centrale
Et vous allez donc voir sur la partie basse tous les objets qui auront donc été envoyés. Si vous êtes dans une logique où vous voulez vous anonymiser vous-même, typiquement vous avez un fichier JSON et vous voulez anonymiser le fichier JSON, les deux premiers volets suffisent. Vous avez en bas une petite case qui s'appelle anonymisation, s'anonymiser soi-même, et par défaut elle est cochée, ce qui signifie que ces deux volets sont actifs et le troisième volet est grisé. Donc le flux concret, vous allez partir de votre donnée source, l'envoyer dans la masking, appliquer le script et renvoyer ces données vers la donnée d'origine en l'écrasant. Et donc comme ça, vous allez avoir un fichier qui sera lui-même anonymisé. Alors là, je vous ai pris l'exemple d'un fichier JSON. On va bien entendu fonctionner exactement de la même manière avec l'ensemble des technologies dont on a fait mention ultérieurement. Si vous ne souhaitez pas, bien entendu, anonymiser vous-même, parce que vous voulez partir d'une production pour aller reconstruire un système hors prod, eh bien, vous décochez cette case-là et vous avez le troisième volet qui va devenir actif et qui, lui, ressemble au premier volet, mais qui, lui, va concerner la cible. Donc, vous allez, pareil, choisir votre technologie cible, choisir la méthode pour aller décharger le plus vite possible ces informations-là. Donc, vous avez toutes les méthodes qui seront proposées par l'éditeur en question. Bien entendu, la chaîne de connexion. Et ensuite, vous allez choisir le lieu où vous allez stocker cette information. Vous avez plusieurs possibilités qui vous sont offertes. Vous voyez en haut, dans chacune des sections, vous voyez des case options. C'est les différents use cases dont j'ai fait mention tout à l'heure, c'est-à-dire n'envoyer que les structures, envoyer les structures avec des échantillons de données, ou alors faire une chaîne complète, envoyer structure plus totalité des données, plus application de la transformation. Et le quatrième bouton d'option est un bouton avancé qui vous permet de faire toute la chaîne injection, transformation, plus déchargement vers votre base cible, mais étape par étape. Tout ça, c'est très important parce que vous allez pouvoir comme ça construire votre scénario global de masking, étape par étape, en intégrant, bien entendu, le fait qu'à chaque étape, il pourrait y avoir des bugs. Alors, pas des bugs de la machinerie, pas des bugs du soft, mais je veux dire par là des incohérences parce que vous avez peut-être choisi les mauvaises données à envoyer, peut-être les mauvaises tables, ou alors l'algorithme de transformation que vous avez mis en place est peut-être un algorithme non approprié. Donc, le fait de pouvoir comme ça revenir étape par étape vous permet de construire votre scénario de bout en bout en pouvant revenir aux étapes qui auraient posé problème. Alors, je n'ai pas parlé du script de masking en lui-même, du script de masking et de subsetting. Vous le voyez alors sur la partie centrale. Alors dans mon exemple, ici, vous voyez un point BAT, parce que nous, c'était un système, au moment où on a fait la capture d'écran, on était sur un système Windows, mais on peut bien entendu mettre un shell, il n'y a aucun souci, sachant que toute cette machinerie s'installe sur Windows comme sur Unix. Et vous pouvez aussi y mettre qu'un point SQL. Vous pourriez y mettre uniquement le PLSQL qui a été généré. Donc cette partie-là, en fait, va être construite via un processus qui est lié à la masking, data masking and subsetting que des gens connaissent peut-être déjà par le passé. Vous vous retrouvez donc avec une interface qui est simplifiée. Vous avez la possibilité donc de choisir vos sources d'entrée et de sortie sans connaître ces technologies-là. Donc un analyste qui ne connaîtrait pas, par exemple, du Postgre, pourrait tout à fait travailler sur un modèle, Postgre entrée, Postgre sortie, ou alors Oracle en entrée, Bus en sortie, sans même connaître ces technologies. Puisque vous voyez, on n'est que sur du clic, et après, ODI va se charger de générer les scripts SQL nécessaires, toute la chaîne du scénario. Vous avez donc une IHM qui est simplifiée, qui est très intuitive, vous avez très peu d'écrans à manipuler, vous n'en avez qu'un seul. Donc une prise en main qui est vraiment très très rapide. Toute cette machinerie existait, on peut dire, à la main, elle peut être développée par des consultants, par des partenaires.
Mais par le passé, on a constaté que, là c'est les retours clients, hein, qu'il fallait, ne serait-ce que pour faire cette machinerie, il fallait plusieurs semaines et parfois plusieurs mois. Si vous aviez des milliers de tables, c'est pas impossible que dans une application, vous ayez, admettons, du SAP, des milliers de tables. Eh bien, la machinerie peut prendre plusieurs semaines pour juste construire le scénario. Sans même parler du masking, hein, juste parler de tuyauterie, d'injection de données dans un système qui va vous le transformer et ensuite de le renvoyer vers le système cible. Eh bien, grâce à cette interface, ces semaines de travail sont réduites à quelques heures. Donc là, vous voyez qu'en une journée, on peut traiter beaucoup de systèmes. Et puis, bien entendu, on va générer en sortie des scripts qui sont exploitables, ordonnançables, que vous pouvez remodifier à souhait, puisque c'est du PLSQL, ce sont des choses qui sont maîtrisables par une grande communauté de par le monde. Et donc, vous avez comme ça un outillage qui vous permet de faire très rapidement du masking d'un point de vue global, hétérogène, avec une multitude de sources en entrée et une multitude de sources en sortie. Le dernier élément, bien entendu, consiste dans la conception elle-même du script de masking. Donc, une fois que vous avez injecté toutes vos données sources, et admettons que vous puissiez, que vous ayez des données hétérogènes multiples. Vous avez une base Oracle, une base MySQL, une base Postgre, une base SQL Server, une base MongoDB, un bus et des fichiers plats. Et tout ça constitue votre application. Tout ça constitue votre chaîne applicative. Vous pouvez donc les mettre, les injecter dans le moteur de transformation. Elles seront vues au sein de la base de données comme des schémas. Chaque flux, chaque technologie sera un schéma bien distinct. Comme on se trouve désormais dans une base de données Oracle, à partir de là, vous allez pouvoir exploiter toute la puissance de la base de données que vous avez l'habitude d'utiliser. Pour ça, vous allez donc très facilement effectuer des découvertes de données sensibles. Vous allez pouvoir enrichir vos modèles, créer des liens entre vos technos, c'est-à-dire lorsque vous allez modifier une information dans une technologie, elle sera transformée de la même manière dans une autre technologie. Donc les liens qui sont effectués vont se faire d'un point de vue purement metadata. Rien ne sera ajouté au niveau, bien entendu, de la donnée du moteur source, mais tout sera stocké dans le référentiel central. Vous allez donc comme ça pouvoir enrichir vos relations entre vos différents modèles, entre vos différentes technologies, de manière à pouvoir par la suite, dans la deuxième étape, déterminer quelles sont les données que vous voulez anonymiser, quelles sont les données que vous voulez échantillonner. Le module vous offre la possibilité de tester en temps réel sur un échantillon de données réelles l'application des masques que vous avez choisis et l'application de l'échantillonnage que vous avez choisi. Vous voyez donc en temps réel, évidemment, tout ça, on est bien d'accord, ça se passe dans la base intermédiaire, donc on n'impacte jamais ni les performances, ni même la structure, ni même les données d'origine. Vous allez pouvoir tester en temps réel, et si ça ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez revenir sur les différents éléments. Peut-être que le modèle était mal enrichi, peut-être que les données sensibles n'étaient pas les bonnes, vous pouvez refaire un scan de données sensibles. Vous pouvez changer les différents critères ou les modèles de masquage, les algorithmes qui sont appliqués. Si vous êtes satisfait, vous passez à la quatrième étape qui consiste à générer le script final de transformation, masking et subsetting. Et c'est ce script-là que vous allez donc ajouter dans l'interface que vous avez vue précédemment. Au niveau des subsettings, vous avez la possibilité de faire trois choses. Soit d'interagir sur le volume même de chaque table. Donc je peux tout à fait dire, je veux prendre 1%, 10%, 50% de cette table ou de toute la base, admettons, de tout le fichier. Vous avez la possibilité d'agir sur des conditions, donc de choisir que telle ou telle entité doit être subsettée. Je ne veux prendre que, dans cet exemple, que les données qui viennent de l'Asie.
On peut imaginer travailler uniquement sur les données d'Île-de-France ou de la région Rhône-Alpes, et dans ce cas-là, je ne prendrai que ça. Vous pouvez aussi jouer, comme on est dans une base de données Oracle, vous pouvez jouer aussi sur les partitions. Alors là, ça s'adresse plus à des DBA qui voudraient aller chercher de la performance pour aller optimiser la phase de subsetting. Donc on a la main, bien entendu, sur ça. Ça n'est pas une boîte noire, vous pouvez l'ouvrir et puis modifier si vous le souhaitez. L'avantage en fait de toute cette partie-là, c'est que vous avez tout de suite en temps réel l'impact des choix que vous avez faits sur les critères d'échantillonnage. Vous voyez donc cet impact sur la totalité des données qui constituent votre modèle. Pourquoi? Puisque, bien entendu, les tables interagissent entre elles. Elles ont des liens natifs, des clés primaires, des clés étrangères, et des liens, des liens que vous avez vous-même créés lors de la phase d'enrichissement. Et comme ça, vous voyez que si, dans cet exemple-là, j'ai agi uniquement sur une table, j'ai ajouté une condition en prenant des valeurs dans une autre table et en disant tu ne m'extrais que les données qui constituent l'ensemble, qui est lui-même un sous-ensemble d'une requête. Eh bien, vous voyez à droite que les tables qui étaient elles-mêmes liées, donc mère-fille, à cette table-là, ont été elles-mêmes impactées. Donc, je ne vais pas prendre tous les jeux de données de ces autres tables. À double titre, c'est intéressant puisque comme ça, je vais m'éviter de travailler sur toutes les tables. Je peux travailler uniquement sur une table parce que je sais que le moteur de lui-même va aller en cascade chercher les éléments qui correspondent à ces informations. Donc c'est parfait et ça s'adresse parfaitement à des visions table de faits, table de dimensions, ou alors on est bien sur des ensembles mère-fille, mais faites aussi attention aux tables de référence. Donc il y a peut-être des tables qu'il faut emporter dans leur globalité à 100% pour que votre système cible puisse continuer à fonctionner. Donc vous avez aussi bien entendu la possibilité de forcer à 100% telle ou telle table. Donc vous voyez, on a la main et on voit tout de suite ce qui interagit. Vous pouvez aussi ajouter des morceaux de script avant et après l'exécution de ce script. Donc on est toujours sur du PLSQL, vous pouvez comme ça jouer, faire éventuellement des checks avant modification et des checks après modification si vous le souhaitez. Concernant le masking, vous avez toutes les possibilités qui vous sont offertes à l'écran, à savoir soit utiliser une base référentielle qui est donc déjà intégrée dans le moteur, qui est constituée d'environ 700 milliards de fausses données. Et là, on va parler de données bancaires telles que les cartes bleues Mastercard, American Express, Visa. Donc on peut simuler de fausses, vraies numéros carte bleue. Vous pouvez aussi jouer sur les numéros de sécurité sociale, les numéros de permis de conduire, les numéros de carte d'identité, etc. Vous avez comme ça des ensembles de jeux qui sont constitués chacun de 1 à 10 milliards de données et dans lesquels vous allez pouvoir puiser de fausses informations. Ça, c'est intégré au moteur. Mais peut-être que, évidemment, ça ne suffit pas. Vous en avez une dizaine de faux formats et peut-être que ça ne convient pas ni à votre langue, ni même à la structuration, à la complexité du masquage que vous voulez faire. Auquel cas, vous avez toute la partie de droite, donc dans la liste déroulante, la section que vous voyez, et vous avez tous ces algorithmes disponibles. Donc vous allez pouvoir comme ça utiliser éventuellement des données dans une liste, le relist, vous allez pouvoir supprimer des données, delete ou truncate, vous allez pouvoir chercher des informations dans d'autres tables, dans d'autres fichiers. Comme nous sommes avec une base de données Oracle, on peut utiliser des fichiers plats vus par la base comme étant des données, comme étant des tables. Donc là, on peut parler de tables externes, on peut parler de fichiers JSON, on peut parler de fichiers XML. Vous allez donc pouvoir utiliser vos propres dictionnaires de données. Vous allez pouvoir utiliser des données qui se trouveraient dans d'autres tables. Donc là, on parle de tables, colonnes ou de substitute. Vous allez pouvoir mettre des randoms, des valeurs fixes, des valeurs nulles. Vous allez pouvoir faire du chiffrement. Donc là, on est basé sur des algorithmes de hachage. Et vous allez aussi pouvoir, bien entendu, utiliser le SQL Expression ou alors utiliser des packages que vous auriez vous-même ou qu'un éditeur aurait lui-même développé. Donc vous voyez, vous avez vraiment une multitude de possibilités qui vous sont offertes.
et qui vous permettent ainsi de faire les différentes choses que vous voyez à l'écran, à savoir du masquage conditionnel. Au sein d'une même colonne, je vais pouvoir masquer de manière différente selon que je travaille éventuellement sur des données françaises, des données américaines, UK, etc. Donc je peux mettre mes conditions. Vous allez pouvoir faire donc du masquage consistant, on appelle ça du déterminisme. Ce que je vais masquer à un endroit sera toujours masqué par la même valeur à un autre endroit. Je vais pouvoir faire du masquage groupé, c'est-à-dire, dans cet exemple, si je change la ville, eh bien, il devra me trouver le code postal correspondant et une rue qui correspond bien à cette ville-là. Si je change la rue, eh bien, il faut qu'il assure la cohérence par rapport à la ville et au code postal, etc. Vous allez pouvoir préserver les formats de données. Donc, en fonction, si on parle de données monétaires, vous allez garder la currency, donc euro, yen, dollar, etc. Donc, il va garder la logique, hein, si vous êtes sur 2 digits, 3 digits, 4 digits. Vous allez pouvoir faire de la perturbation, donc là, on est sur du random. Et vous allez pouvoir faire aussi du brassage de valeurs, donc c'est du shuffle. Il peut prendre des données à l'intérieur de votre module et les répartir dans un ordre différent. Vous voyez donc ici à l'écran la concrétisation graphique de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire basé sur des conditions. Donc vous voyez bien que selon le pays auquel je suis, je vais anonymiser mes données et je vais en plus conserver mes formats. Je peux faire du shuffle, donc mettre dans un ordre différent. Je peux faire du déterminisme, donc comme ça sur plusieurs systèmes, je garderai toujours la même donnée, hein. Albert devient toujours Charlie, quel que soit mon système cible, et quelle que soit la multitude de systèmes que j'ai. Je peux faire du random. Pareil, ici dans cet exemple, je conserve aussi les formats. Hein. Donc vous voyez, yen et dollars restent toujours. J'ai bien fait mes dollars sur 2 digits et mes yens sur 3 digits. Je peux aussi agir via les blobs, puisque je suis donc dans une base de données Oracle. Je peux donc agir sur des fichiers HTML, par exemple. Faire du replace, aller rechercher des éléments à l'intérieur d'une page HTML pour pouvoir les remplacer. Je pourrais faire un peu ce que dans le domaine militaire on appellerait de la censure de documents confidentiels. Et bien d'autres options, bien entendu, puisque l'outil est très très vaste et vous permet de faire beaucoup de choses. J'en ai terminé pour l'outillage. On va ouvrir, nous avons 10 minutes devant nous pour ouvrir la session de questions-réponses. Si vous souhaitez donc nous envoyer des réponses, alors je demande, est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été envoyées par le chat? Vous avez la possibilité de nous envoyer par le chat ou alors de demander de prendre la parole, et auquel cas nous pourrions ouvrir le call. Je vais vous laisser 2 petites minutes, le temps à chacun de saisir sa question si vous le souhaitez. Alors en attendant que des personnes me posent des questions, je voulais vous faire mention aussi d'une dernière chose concernant l'Oracle Cloud. Vous avez la possibilité d'utiliser jusqu'à 3500 heures gratuitement. Donc vous pouvez bien entendu démarrer votre essai gratuit en allant sur le lien qui s'affiche à l'écran. Comme ça, vous pouvez déjà tester, commencer à vous sensibiliser ou conscientiser par rapport à toutes ces problématiques de cloud si ces problématiques sont les vôtres. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas sur le chat, vous pouvez sans aucun problème. Alors, j'ai une question d'une personne de la BNP. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez l'objectif de lier cet outil avec OEM? Alors, cet outil est aujourd'hui en add-on, donc on va venir l'installer lorsque la plateforme sera à installer et à configurer. Aujourd'hui, il est déployé par le consulting.
une équipe aujourd'hui a été sensibilisée au sein de la Corp et une équipe est en train de se monter. À terme, on a bon espoir que cet outil soit bien entendu ajouté à la console. Pour le moment, je n'ai pas de roadmap, mais on insiste très fortement à ce qu'elle le soit. Oui, ça c'est sûr. Alors nous avons aussi une deuxième question. Peut-on définir des plages de valeurs précises, par exemple, avec des montants aléatoires qui ne doivent pas dépasser telle valeur, afin de ne pas déclencher un trigger? Oui, oui, tout à fait. Alors dans les conditions de masquage, donc tout à l'heure je vous ai fait part en fait des différentes conditions que vous pouvez ajouter. Des conditions que vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Et dans ces conditions-là, vous pouvez bien entendu placer des ranges, vous pouvez jouer sur les différentes plages pour lesquelles un masquage serait appliqué. Chaque masquage s'appliquera à chaque condition. Donc, si par exemple vous créez 10 conditions différentes, eh bien vous aurez 10 modèles de masques, et auquel cas, eh bien, lui, il rentrera ou non dans son modèle à appliquer ou pas. Alors j'ai une autre question sur le mode de licensing. Alors pour le licensing, vous avez plusieurs modules qu'il faut intégrer. Donc le premier module c'est ODI. Pour ceux qui sont déjà familiers d'ODI, eh bien c'est un module en fait qui ne fait que générer du script. Et lui, il est licenciable uniquement, et j'insiste bien, uniquement sur le lieu où la transformation est effectuée. Ce qui signifie que dans notre architecture, donc si je reviens par exemple sur un modèle, alors je vais vous mettre à l'écran le modèle, voilà, celui-ci, le modèle centralisé, de toute façon qui reste le même, eh bien ODI n'est licenciable que sur la machine qui héberge la base rouge, la base de staging. Cette base-là doit être elle-même licenciée, c'est une base Enterprise Edition, pour qu'on puisse exécuter tous les scripts et toute la puissance des algorithmes de masking. Donc il faut aussi licencier cette base de données-là. Donc, on récapitule, vous avez une machine sur laquelle on va faire les transformations, sur laquelle on va installer ODI et une base de données Enterprise Edition. La deuxième chose qu'il faut licencier, c'est le data masking. Et lui, le data masking n'est pas licenciable sur la base intermédiaire, la base de masking. Il est licenciable sur les sources. Il se fiche des targets, c'est-à-dire vous pourriez avoir 1 milliard de bases de données cibles, eh bien on ne le licencie pas. Uniquement les sources sont à licencier. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, les fichiers plats et les bus ne sont pas considérés comme des données sources, ce qui veut dire que ces ensembles-là ne sont pas licenciables. Seuls les moteurs de bases de données le sont. Donc vous allez en fait licencier vos données sources par rapport aux machines qui hébergent vos bases de données sources. Alors après, j'ai une autre question. L'interface graphique ODI est-elle adaptée à une base de quelques milliers de tables de données? L'interface, telle que je vous l'ai montrée, concrètement, non. Elle n'est pas adaptée à des milliers de données, puisque vous avez une toute petite section que vous allez dérouler. En revanche, alors déjà, l'interface est amenée à évoluer en fonction des demandes des clients. On l'a fait d'ailleurs évoluer constamment. Donc ça peut être une option. On peut tout à fait développer un autre écran qui gérerait des milliers de tables. La deuxième chose, c'est qu'on a encore, bien entendu, toujours la main sur ODI. Donc on peut tout à fait aller directement dans ODI Studio si on le souhaite, ou alors développer ou faire développer une interface pour ces milliers de tables. Il n'y a aucun souci. Dernière question. J'avais... Alors, tu peux me montrer? Je suis... Ok. Alors voilà. Donc, est-il possible d'installer et tester la solution gratuitement? Oui. Il faut savoir que nous faisons des POC sans aucun problème. En revanche, si vous souhaitez le faire vous-même, il faudra installer vous-même masking, data masking, donc qui est basé sur Enterprise Manager et ODI. Par contre, en revanche, la partie framework, celui-ci n'est installé que soit par les gens de l'avant-vente, soit par les gens du conseil.
On peut le faire gratuitement sans problème, hein, auquel cas il faudra plutôt nous contacter pour qu'on puisse venir au moins vous installer cette partie-là. Je vous remercie, donc le temps est terminé. Merci d'avoir suivi ce webcast. J'espère que vous voyez désormais un petit peu plus clair sur les contraintes d'anonymisation et aussi en quoi consiste ce concept d'anonymisation agnostique qui est la Masking Factory. Comme il y a beaucoup d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, je vous propose donc de les récupérer et je vais vous répondre par mail de manière à ce que eh bien, tout le monde ait au moins la réponse à la question qui m'a soumise. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à prendre contact auprès de vos commerciaux ou des points d'entrée que vous avez au niveau des équipes Oracle et nous ferons un plaisir justement de vous représenter plus en détail ou d'éventuellement de travailler avec vous sur des architectures qui seraient plus adaptées à votre environnement. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.